Alors, merci à Rémi et à Alexandra de nous avoir rejoints pour cette deuxième session interactive. La première nous a montré qu'il y avait beaucoup de questions qui se posent sur les modèles avec tiers investissement. Et là, on va revenir plutôt sur du retour d'expérience. On a évoqué hier en réunion plénière les premières expériences d'autoconsommation collective. Et les innovations qui pouvaient s'y faire jour, avec notamment un témoignage très intéressant de Pas-de-Calais Habitat qui montrait que l'opération d'autoconsommation collective permettait aussi de créer du lien social au-delà de la simple production d'énergie, au-delà de la simple mise en commun d'un outil de production, et qu'ils avaient un bénéfice collatéral de cette opération qui était absolument apprécié et appréciable, à tel point qu'ils veulent massifier cette possibilité. Donc, voilà, Rémi et Alexandra, qui êtes des experts tous deux de l'autoconsommation collective, et au vu un petit peu plus de 31 opérations actuellement en service, on est encore un peu en train d'essuyer les plâtres collectivement sur cette faculté offerte d'autoconsommer collectivement, et donc on a encore besoin largement de retours d'expérience, et donc on a besoin du coup de vous entendre sur ces sujets, et de partager avec l'ensemble des participants de cette session ce qui est votre retour d'expérience à vous. Donc, je sais que vous aurez aussi une petite présentation à faire, et on relaiera au fur et à mesure les questions des intervenants auprès de vous, comme on l'a fait précédemment. Donc, je vous laisse la parole à tous deux. Merci David. Bonjour à tous. Un petit support qu'on va tâcher de partager. Voilà, donc Alexandra, normalement c'est toi qui as la main sur la présentation, donc tu peux désormais partager cette présentation que vous avez préparée à 4 mains. J'en profite pour compléter le propos de David. Il me semble avoir vu passer les derniers chiffres d'Enedis qui annonçaient qu'en juillet, on était à 34 opérations d'autoconsommation collective en France. Tout à fait, oui, c'est des chiffres qui ont été présentés hier en plénière par Enedis. Alors, un petit mot d'abord de l'expérience de Texol en autoconsommation collective. Texol, donc bureau d'études en énergie solaire depuis 35 ans, s'intéresse depuis les prémices de l'autoconsommation collective à ce concept. Et donc, sur les 3 dernières années, on a mené un peu plus de une quarantaine d'études de faisabilité en phase avant-projet sommaire ou en phase avant-projet détaillé, et ce, un peu partout en France. Aujourd'hui, à peu près 50% de ces études a débouché, ou surtout va déboucher sur un chantier, que ce soit avec Texol ou avec un autre maître d'œuvre. Tous les projets couverts par ces études représentent un potentiel d'environ 5 MW de puissance cumulée. Donc, on commence à aller vers des puissances relativement significatives. On est essentiellement sur des projets où le photovoltaïque est l'unique vecteur énergétique, même si certains porteurs de projets nous font travailler sur des logiques de couplage entre différents vecteurs, toujours avec le PV, mais par exemple avec de la cogénération biogaz. Et ce pour augmenter le taux d'autoproduction et le taux de couverture des besoins énergétiques d'un projet par les énergies renouvelables. Le taux d'autoconsommation moyen estimatif sur la base des études, il est de 87,7% aujourd'hui, et avec un taux d'autoproduction moyen de 22,6%. Les projets qu'on suit sont principalement portés par des collectivités locales, et beaucoup des communes, à vrai dire, ou par des bailleurs sociaux. Voilà les 2 principaux profils de porteurs de projets. Je crois que c'est un REX
national au-delà du cas des projets suivis par Texol. Les opérations, enfin, sont monoproducteurs pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a un seul producteur par opération, mais on peut avoir un producteur, une entité juridique qui va nous faire travailler sur plusieurs opérations dans le cadre d'une mission donnée. Voilà, donc différents éléments sur ce que fait Texol en la matière. Notre expérience sur l'autoconsommation collective, on la base beaucoup sur le projet Digisol, qui est un projet financé par le programme d'investissement d'avenir Système électrique intelligent, un programme qui a démarré en 2017 pour 3 ans et qui a pour objectif de développer une solution de répartition de l'énergie en autoconsommation collective grâce à une solution blockchain. Voilà, un projet mené avec Roussillon Aménagement et la start-up Sunshine dédiée à la blockchain énergie. Un dernier mot sur l'activité de Texol en autoconsommation collective. Texol est avec 5 autres membres fondateurs à l'initiative de l'association Sol Solidaire, qui vise à encourager l'autoconsommation collective dans le secteur du logement social en apportant un coup de pouce financier, donc un complément par la subvention privée, par le mécénat, au montage financier des projets qui, dans certaines régions, peuvent faire appel aussi à des subventions publiques. Et bon, je ne m'étends pas sur Sol Solidaire, qui sera l'objet d'un atelier un peu plus tard dans la journée. Donc, rebonjour à tous, Rémi Bastien, des cofondateurs d'Enogrid. Donc, rapidement, je vais vous présenter également l'expérience d'Enogrid sur l'autoconsommation collective. Donc, Enogrid, on s'est créé, c'est une jeune entreprise qui s'est créée spécifiquement pour répondre aux besoins des porteurs de projets sur l'autoconsommation collective. On s'est créé il y a maintenant près de 2 ans. Et à date, on a accompagné 18 projets partout en France, dont 10 opérations sont déjà en exploitation sur notre plateforme web pour tout ce qui est le suivi et la gestion des opérations. Je rejoins Alexandra sur le constat qui est aujourd'hui que les productions sont essentiellement PV, mais ça c'est un constat qu'on voit de manière générale sur l'autoconsommation. Il est vrai qu'on travaille aussi sur des opérations qui interviennent sur qui font intervenir de la cogénération. Donc ça, on voit que ça arrive de plus en plus. Et également un premier projet qui fait intervenir de l'hydraulique dans le Nord. Les opérations sont effectivement majoritairement monoproducteurs, mais on voit une évolution en cours, notamment nous on a un premier projet en exploitation qui est multiproducteur, mais c'est pas la majorité. Mais par contre, dans les nouveaux projets qui sont dans les tuyaux, on voit que grâce au périmètre étendu maintenant, les porteurs de projets prévoient directement non pas une seule centrale de production, mais plusieurs. Donc, à mon avis, ça va être amené à évoluer, à avoir émergé des opérations de plus en plus importantes. Et je partage aussi le constat national que les opérations sont aujourd'hui portées majoritairement par les collectivités locales, donc à différents niveaux. On va de la commune aux EPCI, aux syndicats d'énergie et par les bailleurs sociaux, même si on commence aussi tout doucement à arriver des projets d'autoconsommation collective développés directement par des citoyens ou des entreprises ou des sociétés d'énergie citoyenne, même si c'est encore aujourd'hui minoritaire. Oui, d'ailleurs, Rémi, ça appelle une première question. Dans les 2 slides, Alexandra, Rémi, vous avez tous les deux évoqué le fait que les opérations étaient essentiellement monoproducteurs. La première question qui est posée est celle des consommateurs, et notamment via les bailleurs sociaux qui sont mentionnés dans la slide qu'on a tous sous les yeux. Est-ce que auprès des bailleurs sociaux, on a une adhésion supérieure, facilitée, que la simple gestion des communs habituelle? Voilà. Comment ça se passe dans ce cas spécifique des bailleurs sociaux? Alors, on se souvient que la première opération d'autoconsommation collective, ça a été celle de Gironde Habitat. Et effectivement, initialement, dans ce projet, l'opération
concerner les parties communes avec l'ambition en phase 2 d'ajouter des locataires dans la boucle. Je crois qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, ils sont directement dans la logique de faire de l'autoconsommation collective pour leurs locataires. Ça, c'est devenu un acquis. Ouais. Et en fait, la dernière loi énergie-climat vient aussi faciliter ça parce qu'elle permet aux bailleurs qui font de l'autoconsommation collective avec leurs locataires d'être directement PMO. Et donc, on n'a plus besoin d'une structure supplémentaire pour être PMO, ce qui était vraiment un des gros freins pour intégrer les locataires dans les opérations d'autoconsommation collective des bailleurs. Donc, voilà. Pour avoir discuté avec pas mal de bailleurs également, ils sont vraiment dans cette logique en fait d'utiliser l'autoconsommation collective pour faire baisser les charges de leurs locataires. Tout à fait. Parfait, très bien. Alors, je fais juste un petit rappel que je ne sais plus si j'ai fait en début de webinaire. Si vous souhaitez poser des questions parmi les participants pour la fluidité de la présentation, vous pouvez les poser par écrit dans le petit module de questions que vous avez normalement sous les yeux. Ce sera plus simple et nous, on se charge ici en régie, entre guillemets, de répercuter auprès de nos deux experts ces questions. Ok, du coup, on peut enchaîner. Ouais. Alors, on a identifié avec Rémi quatre thèmes de retour d'expérience à vous partager. Le premier, c'est celui de la fameuse PMO, comme on simplifie souvent les choses, c'est-à-dire le montage d'une personne morale organisatrice. Puisque donc selon l'article L315-2 du Code de l'énergie qui définit l'autoconsommation collective, eh bien l'ACC, je vais dire ACC souvent pour autoconsommation collective pour faire plus simple. Donc l'ACC intervient entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d'une personne morale. Voilà, donc c'est vraiment une exigence intrinsèque de l'ACC que d'avoir une PMO pour réunir les producteurs et les consommateurs de l'opération, ce qui amène généralement de la part de nos maîtres d'ouvrage un certain nombre de questions que vous avez sur la gauche de l'écran. Hein. La première d'entre elles étant une entité existante peut-elle être PMO? Et puis dans le même ordre d'idée, une même PMO peut-elle couvrir plusieurs opérations? Donc là-dessus, en liaison avec cabinet d'avocats partenaires et notamment LLC qui était là tout à l'heure, on invite à la prudence, c'est-à-dire qu'on sait qu'un rapport au président de la République relatif à l'ordonnance qui a créé ce fameux article L315-2 en 2016, eh bien, un rapport du président explique que précise qu'à l'occasion d'un projet d'autoconsommation collective, producteurs et consommateurs doivent se regrouper au sein d'une entité juridique spécialement créée à cet effet. Et donc, ce spécialement créé à cet effet eh bien, peut être interprété de différentes façons, y compris d'une façon assez stricte, qui inviterait à penser qu'il faut en effet une entité ad hoc pour jouer le rôle de PMO, sauf dans le cas que mentionnait Rémi juste avant, du bailleur social qui monte une opération impliquant lui-même en tant que producteur et puis ses locataires en tant que consommateurs. Voilà, sur ce premier point. Maintenant, on voit dans les faits un certain nombre de projets qui impliquent une seule et même entité juridique jouant le rôle de producteur et consommateur, par exemple une commune pour ses bâtiments municipaux. Et donc, dans ces cas-là, qui sont des cas autres que l'exception du bailleur social que je mentionnais, il est assez rare qu'une PMO ad hoc soit créée. Évidemment, dans ces cas-là, la commune ou la collectivité qui est producteur-consommateur joue le rôle de PMO et prend un risque juridique qui est somme toute limité en l'état actuel des connaissances sur le sujet. Donc voilà, pour la première question, ce qu'on peut dire. Une même PMO peut-elle couvrir plusieurs opérations? Bon, là aussi, il faut le regarder avec en tête cette réserve juridique du spécialement créé à cet effet, mais
nous, on voit dans les faits, pour les opérations qu'on suit, des PMO qui réfléchissent à, par exemple, une commune, qui réfléchissent à l'autoconsommation collective sur leur territoire complet, qui dépasse souvent le cercle d'un rayon d'1 kilomètre qui est le périmètre d'une opération. Donc, ça veut dire 3 opérations sur une commune. Et pour ces 3 opérations, c'est souvent une même PMO qui va être une même entité juridique qui va jouer le rôle de PMO pour les différentes opérations. Par simplicité, et puis parce que si on prend par exemple une association qui jouant le rôle de PMO, on peut imaginer des collèges créés au sein de cette association, chaque collège gérant une opération et donc de manière étanche avec les autres. Voilà, d'un point de vue juridique, on peut être créatif pour permettre pas mal de choses. Une autre question, c'est est-ce qu'une société coopérative type SKIC n'est pas plus adaptée qu'une association pour la vente des kilowattheures solaires et donc le rôle de PMO? En fait, c'est une question qui est intéressante parce que souvent elle nous amène à repréciser le rôle de la PMO, ses missions. Ces missions, c'est en fait essentiellement d'assurer l'interface avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et donc à ce titre d'établir et vérifier la clé de répartition, d'informer Enedis de ça et puis des entrées et sorties de participants et quand on est sur une opération d'ACC étendue eh bien, assurer un suivi selon les exigences d'un arrêté ministériel récent qui invite les PMO à transmettre un certain nombre d'informations au démarrage effectif de l'opération et puis chaque année après la mise en service de l'opération. Voilà, donc ce rôle, il est administratif, on va dire, essentiellement, et la PMO n'a pas, en tout cas intrinsèquement, la mission de vendre les kilowattheures solaires, qui est plutôt une mission du producteur vers ses clients consommateurs, vers les consommateurs de façon générale. Voilà, donc ça n'empêche pas, évidemment, selon les projets, d'imaginer une coopérative jouant le rôle de PMO pour pouvoir aussi assurer la mission qui est celle du producteur de vendre des kilowattheures solaires, mission qui lui serait donc déléguée par le producteur, mais de façon assez basique, le rôle de PMO n'est pas cette vente. Ensuite, quand faut-il lancer la démarche d'identification et de création de la PMO? Eh bien, le plus en amont possible, même si, grâce à l'accompagnement qu'Enedis a mis en place et qui est souvent efficace, eh bien, Enedis peut avancer avec le porteur de projet sur un certain nombre de démarches en temps masqué, mais en tout état de cause, il faut que la PMO soit créée au moment où il faut signer la convention entre PMO et Enedis pour lancer opérationnellement l'opération d'autoconsommation collective. Donc, voilà, la PMO doit signer, donc doit exister juridiquement à ce moment-là. Il ne faut pas le perdre de vue et puis il faut lancer la réflexion le plus tôt possible pour ça. Enfin, quand le bailleur social et PMO, comment se décide la clé de répartition? Eh bien, dans une logique de simplification, le bailleur social, c'est le bailleur social que revient donc cette décision, même si il doit obtenir le consentement des locataires pour participer à l'opération et qu'un contrat doit lier surtout PMO et participants et que donc les locataires ont la possibilité de s'exprimer sur cette clé à un moment donné. On a justement une petite, sur ce cas spécifique des bailleurs sociaux, une petite question corollaire de Richard Loyen pour ces bailleurs sociaux. Comment est-ce qu'ils font pour baisser la facture des locataires avec des kilowattheures solaires, alors que ces kilowattheures solaires sont grevés de TURPE, de taxes, plus évidemment le coût de la production de l'énergie solaire? C'est quoi leur recette miracle, s'ils en ont une? En fait, ils ne vendent pas l'électricité
comment dire, à leurs locataires. Ils mettent à disposition l'électricité à leurs locataires. Donc, leurs locataires vont se voir, les kilowattheures solaires coûteront seulement le TURP et peut-être la CSPE, mais ça, on en reparlera après. Mais voilà, en fait, on enlève la part, le prix de l'électron pour les locataires, parce que le bailleur met à disposition l'électricité gratuitement, on va dire. Oui, exactement. L'objectif des bailleurs, c'est d'augmenter le reste à vivre en fait des locataires, de réduire les impayés. Enfin, et donc, c'est pas un objectif de rentabilité comme on peut le voir sur d'autres projets. Et c'est bien pour ça qu'avec les collectivités, les bailleurs sociaux. En fait, on est plus sur une valorisation sociale que sur une valorisation économique des kilowattheures. Tout à fait. Et puis, un petit mot de Rex, pour ne pas être plus bavarde sur ce thème-là, très rapidement, de Rex sur les formes de PMO qu'on suit côté Texol. Essentiellement, principalement, c'est des associations créées de manière ad hoc. On le voit sur des projets impliquant des sociétés civiles immobilières en tant que producteurs et leurs locataires en tant que consommateurs. On le voit sur des projets impliquant des communes en tant que propriétaires producteurs et des riverains en tant que consommateurs. Mais il y a quand même quelques autres cas de PMO, par exemple une coopérative pour ces sociétaires consommateurs. On a évoqué la commune qui fait de l'autoconso collective uniquement pour ses bâtiments municipaux. Donc, dans ce cas, c'est elle la PMO, dans les faits. Le bailleur social, selon l'article L315-2-1, qu'on a évoqué aussi, qui est l'exception à la règle de la PMO selon la définition de la société dans le code de l'énergie. Et puis, on a aussi donc des cas qui restent pour l'instant ponctuels, mais le domaine viticole, qui font de l'autoconsommation collective avec quelques compteurs, lui appartenant, enfin leur appartenant, et qui se lancent là-dedans en se disant on pourra peut-être faire rentrer des voisins dans le dispositif dans un second temps. Voilà. Et du coup, ça appelle plusieurs questions. Est-ce que, par exemple, une commune peut être PMO pour ses habitants? Pour l'instant, dans le REX, donc le retour d'expérience, parce que la question était posée également, le REX, c'est le retour d'expérience. Dans ce retour d'expérience, pour l'instant, dans ce que Alexandra mentionne dans cette slide, on a une commune pour ses seuls bâtiments municipaux, et donc pour sa propre consommation sur plusieurs lieux de consommation. Est-ce qu'on peut imaginer que cette commune soit PMO pour tout ou partie de ses habitants qui viendraient être participants de l'opération? Non, en fait, on fait la différence dans ces cas-là entre les opérations qu'on va appeler patrimoniales, c'est-à-dire la commune qui fait de l'autoconsommation collective sur ses propres bâtiments, et les opérations ouvertes, où là, on va faire entrer des tiers, donc que ce soit des particuliers ou des professionnels. Du moment qu'on a plusieurs entités différentes, il faut créer une PMO ad hoc. Et une autre question pour sortir des communes, est-ce qu'en pratique, on a vu se mettre en place des projets sur des copropriétés pour l'instant? On a évoqué les bailleurs sociaux, on a évoqué les communes, on a évoqué les entreprises. Est-ce qu'au sein des copros, on a déjà vu ce type d'opération se monter? Alors, côté Texol, on en a étudié des projets de copropriété, mais ça fait partie des projets qui n'aboutissent pas facilement sur des chantiers, parce qu'il y a des problématiques de concertation entre les copropriétaires qui sont compliquées. C'est ça. Nous, on a une opération, alors c'est pas vraiment une copropriété, c'est de l'habitat partagé. Donc voilà, c'est un peu un cas à part. Même constat, les projets, il y a beaucoup de copropriétés qui s'y intéressent, mais en fait, on tombe un peu dans les mêmes problématiques que pour la rénovation énergétique des copropriétés. C'est que les process de décision sont très longs, il y a des blocages. Donc au final, très peu de projets aboutissent aujourd'hui. On peut peut-être passer sur le thème suivant. Oui. D'autres questions, on les posera au fur et à mesure. Ça marche. Okay. Donc, on a vu qu'un des rôles de la PMO, c'est de décider des coefficients de répartition de la production locale.
Donc, hein, je le rappelle, dans une autoconsommation collective, la répartition de la production se fait toutes les 30 minutes. En fait, toutes les 30 minutes, on va affecter une partie de la production entre aux différents consommateurs. Et pour ça, la PMO, elle a le choix entre 3 différentes méthodes qu'elle décide au moment où elle signe sa convention d'autoconsommation collective avec le gestionnaire de réseau. Donc, de la répartition statique, c'est-à-dire que les clés de répartition, qui sont en fait des pourcentages, seront les mêmes toutes les 30 minutes. Une répartition par défaut, qui est proposée par Enedis et qui en fait correspond à une répartition au prorata de la consommation, du coup qui est calculée toutes les 30 minutes. Donc c'est déjà aussi de la répartition dynamique. Et la dernière option, c'est de la répartition dynamique personnalisée, où là, les coefficients vont être calculés par la PMO et vont être ensuite appliqués par Enedis. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer sur ces coefficients de répartition? C'est déjà que ça a évolué depuis le début de l'autoconsommation collective. Au début, on avait le choix seulement entre la répartition statique et de la répartition dynamique personnalisée. Enedis a mis à disposition la répartition par défaut qui a proposé dans une mise à jour de ces process, et ce qui était au final une très bonne nouvelle. Parce que en fait, la répartition statique, c'était une répartition un petit peu compliquée dans le sens où c'est quand même pas cohérent d'avoir exactement les mêmes pourcentages de répartition sur 30 minutes tout au long de l'année. Au final, on finissait par créer du surplus virtuel. Donc aujourd'hui, ces coefficients de répartition statiques ne sont plus utilisés. Nous, on voit plus d'opérations qui au démarrage disent on va faire ça. Et même les premières opérations qui avaient fait des coefficients de répartition statiques ont demandé à changer, soit pour la répartition par défaut, ou soit pour la répartition dynamique personnalisée. Ce qu'on a vu également, c'est que les coefficients par défaut sont très bien dans le sens où ils permettent d'optimiser le taux d'autoconsommation. Grâce à ça, comme on est au prorata de la consommation, la seule fois où on va avoir du surplus, c'est les moments où on va avoir vraiment plus de production que la consommation totale de l'opération. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça permet d'optimiser le taux d'autoconsommation et ça se fait en plus sans action de la part de la PMO puisque c'est Enedis qui les applique automatiquement. Donc voilà, ça permet à beaucoup d'opérations d'utiliser ça et d'optimiser leur taux de manière assez simple, notamment pour les opérations patrimoniales, où il n'y a pas vraiment de notion de gestion de priorité. Et ensuite, on a les coefficients dynamiques personnalisés. C'est des coefficients qui permettent de répondre à des besoins spécifiques des projets, à savoir que par contre, ça nécessite des actions régulières de la part de la PMO ou de son prestataire, parce que dans ces cas-là, charge à la PMO de calculer ses propres coefficients selon des critères qui peuvent être divers, des règles de priorité, des proportionnalités par rapport à des tantièmes, à des quotes-parts d'investissement, ou voilà, on peut tout imaginer. Et dans ces cas-là, donc charge à la PMO régulièrement de calculer ces coefficients et de les transmettre à Enedis dans un temps imparti pour que Enedis puisse les appliquer. Donc, ce qui fait que c'est, comment dire, la PMO maintenant a plutôt le choix à faire entre est-ce que je fais du coefficient par défaut ou est-ce que je fais du coefficient personnalisé. Et ça dépend vraiment des cas et c'est à étudier selon les besoins de l'opération et selon la méthode d'optimisation de la production qui est désirée. Alors, sur cet aspect, sauf s'il y a des questions, je rajouterais bien un petit mot. Je partage totalement, les coefficients statiques ne sont plus utilisés désormais. Et ensuite, entre coefficients par défaut et coefficients dynamiques personnalisés, alors les cas où le coefficient dynamique personnalisé a un sens, j'ai une illustration à vous partager, c'est celle de Crémian, un petit village dans l'Hérault que Texol a accompagné avec la start-up Sunshine. À Crémian, vous avez une boulangerie qui participe à l'opération d'autoconsommation collective, qui implique aussi des bâtiments municipaux et quelques riverains. Eh bien, cette boulangerie, il a fallu qu'on mette en place un système de priorité, donc de coefficient dynamique personnalisé, pour lui donner ce que le prorata lui aurait permis d'avoir, parce qu'elle consomme beaucoup, mais elle consomme en tout début de journée.
voire en fin de nuit, pour cuire le pain. Et donc, eh bien, si on avait laissé le prorata se faire, elle n'aurait pas eu grand-chose, n'aurait pas eu un gain suffisant dans l'opération. Donc voilà. Et puis sur les opérations patrimoniales, comme le disait Rémi, ça peut être quand même intéressant de regarder les coefficients dynamiques personnalisés parce que quand on a une mixité de gros compteurs et de petits compteurs, Tout à fait. on peut vouloir forcer un peu les choses pour que les petits compteurs récupèrent davantage que si les choses se faisaient avec un prorata. Ouais, nous, enfin, je rejoins totalement. Nous, on a vu aussi dans les coefficients personnalisés qu'on a mis en place sur des projets des ordres de priorité, alors qui sont plutôt économiques, c'est-à-dire on va prioriser les consommateurs pour avoir le plus fort impact économique de la production. Et on a vu aussi une nécessité dans certains projets quand on a une grosse des projets mixtes, quand on a une grosse différence de capacité de consommation, on va chercher à limiter le plus gros consommateur pour que les petits consommateurs en fait se sentent quand même intégrés dans l'opération et récupèrent suffisamment de kilowattheures solaires pour qu'ils voient un intérêt à rester dans l'opération. Donc voilà, c'est des choses toujours à discuter en amont avec les porteurs de projets parce qu'au besoin, il y a des algorithmes à développer le cas échéant. Voilà, effectivement. Très bien. Je pense que vous avez des algorithmes. Je pense que vous avez spontanément répondu à une question qui était celle de justement la précision entre ces deux répartitions par défaut ou dynamique personnalisée et les nuances qui pouvaient exister et les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre. Maintenant, il y a deux autres petites questions, deux autres questions. Une première sur la forme de la PMO. Est-ce que la PMO peut être une SAS? Est-ce que vous avez déjà vu ce type de montage? Oui, il me semble en avoir vu une. C'est pas un projet suivi par Enogrid, mais dans la littérature, je crois que j'en ai vu passer une. Un projet, je pense que c'est dans les comment dire, dans les documents Enedis, il me semble avoir vu dans les statuts PMO qu'il y avait SAS qui était quelque part, mais j'ai pas plus de précision que ça. Donc c'est juridiquement possible. Et donc l'autre question qui revient un peu sur le nerf de la guerre de ces opérations, c'est est-ce que les opérations d'autoconsommation sont viables à coût égal ou moindre pour le consommateur? Est-ce que ça couvre les coûts d'investissement et de fonctionnement du projet aujourd'hui sans subvention pour, par exemple, une puissance de 100 kW ou une autre puissance, mais est-ce que du coup vous avez une idée du minimum optimal de puissance de production nécessaire pour qu'une opération puisse entrer dans la viabilité économique? Alors, c'est pour ça que, pour répondre à cette question qui est complexe, que Texol a mis en place, va développer un logiciel qui s'appelle Texol Autoconso et qui permet, sur la base de la courbe de charge solaire, de courbe de charge de consommation et d'un certain nombre d'hypothèses économiques et fiscales affinées, hypothèses également tarifaires de TURP, de sortir un résultat opérationnel pour les porteurs de projets qui permettent de leur garantir des indicateurs financiers intéressants du point de vue de la rentabilité, ça vue du producteur et de l'investisseur. Et puis, en face de ça, un prix de fourniture solaire de l'énergie qui soit attractif pour le consommateur, c'est-à-dire que l'énergie solaire de l'autoconsommation collective ne doit pas lui coûter plus cher que le prix de sa fourniture réseau habituelle. Voilà, donc c'est un outil qui a un an d'existence et qui permet comme ça un peu d'industrialiser la logique pour apporter ce résultat. Après, David, pour donner, on pose souvent la question à partir de quelle puissance c'est rentable. Nous, par expérience, c'est pas la puissance, enfin c'est pas à 36 kW crête, c'est rentable, c'est pas rentable et à partir de 100 c'est rentable. C'est plus l'équilibre entre autoconsommation individuelle et autoconsommation collective aujourd'hui qui fait la rentabilité des projets. Dans le sens, je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, tous les projets d'autoconsommation collective, enfin quasiment,
je pense 95% des projets d'autoconsommation collective sont avant tout au début des projets d'autoconsommation individuelle pour lequel le surplus est partagé dans une boucle d'autoconsommation collective. Et en fait, on sait, on va le voir après, que les flux d'autoconsommation individuelle sont beaucoup plus valorisés économiquement que les flux d'autoconsommation collective. Et du coup, c'est un petit peu cet équilibre que va devoir trouver le producteur pour arriver à la rentabilité économique de son projet. Donc, c'est plus cette proportionnalité qui va être importante plutôt que la puissance qu'on va installer. Après, effectivement, avec les puissances, on obtient des puissances plus importantes, on obtient des effets d'échelle et d'économie d'échelle sur les installations, mais il n'y a pas que ça. Je me permets juste du coup une petite incise aussi sur ce sujet. Effectivement, la question mentionnait bien qu'aujourd'hui on était hors subvention. Alors ce qui n'est pas forcément tout à fait le cas dans toutes les opérations, parce qu'il y a aussi, comme il y a un trou dans la raquette entre guillemets jusqu'à maintenant dans la subvention nationale ou l'aide d'État au développement de l'autoconsommation collective, on a aussi des collectivités territoriales, régions notamment, qui se sont emparées de cette autoconsommation collective pour développer du solaire sur leur territoire en n'étant pas contraints par les règles européennes de ne pas avoir le droit de financer en subvention. Donc on a aussi cet aspect-là. Et je mentionne au passage que l'autoconsommation collective, aujourd'hui, elle est très compliquée à réaliser dans le cadre des appels d'offres existants, CRE 4, puisqu'il y a une notion de consommateur associé qui existe dans l'appel d'offres, mais qui est complexe à mettre en œuvre, mais qu'on a bon espoir que pour les successeurs de ces appels d'offres, les fameux appels d'offres PPE2 qui doivent arriver bientôt, la question de l'autoconsommation collective soit adressée directement dans l'appel d'offres d'autoconsommation, avec notamment la prise en compte, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, dans l'équilibre financier de ces opérations, du TURP et de la CSPE qui doivent être acquittées. J'avais juste, je ne sais pas si vous avez une réaction sur ce point, Alexandra, Rémi, mais sinon j'avais juste une autre question qui se pose, qui est celle du recrutement des consommateurs et de la vie du projet. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du modèle de PMO, on a parlé des initiatives, on est sur les premiers retours d'expérience, on a des opérations qui ont 1 an, 2 ans au grand maximum de fonctionnement et de REX réels. Comment est-ce qu'on peut calibrer, puisqu'on parlait tout à l'heure de puissance, une opération par rapport à un flux possible de consommateurs, puisque les autoconsommateurs ne sont pas figés au sein de la PMO. Il peut y avoir de nouveaux consommateurs qui se greffent, il peut y avoir des consommateurs qui quittent l'opération. Et comment est-ce que dans la vie du projet c'est anticipé, dans le contrat de PMO, et comment est-ce que dans ce cadre-là, pour parler de la répartition entre des électrons qu'on a sous les yeux, comment est-ce qu'on gère au sein de la PMO cette nouvelle répartition avec plus ou moins de consommateurs? Alors, il y a 2 choses. D'abord, au niveau du dimensionnement, il faut anticiper au maximum les risques de départ. Et donc, je rementionne ce logiciel Texol Autoconso. On a mis en place une analyse de sensibilité pour permettre au maître d'ouvrage d'avoir entre les mains différents scénarios en fonction du volume de consommation qui peut être attendu sur un projet donné. Donc ça, c'est en amont. Et puis ensuite, il y a toute une logique opérationnelle à avoir en tête qui consiste à bien administrer les entrées et sorties de participants, informer le gestionnaire de réseau quand il y a un mouvement dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est souvent des actions qu'aujourd'hui les porteurs de projets externalisent à des prestataires. Oui. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a souvent une interrogation des producteurs qui se disent oui, mais si les producteurs s'en vont, à qui va aller ma production? Je vais pas pouvoir vendre mon électricité.
Donc c'est pour ça on travaille aussi là-dessus en fait sur ce qu'on appelle le taux de foisonnement, c'est-à-dire que on va essayer de dérisquer ça en ayant un taux de foisonnement suffisamment important pour que on ne soit pas dépendant que de 1 ou 2 consommateurs. C'est-à-dire que si 1 ou 2 consommateurs s'en vont, le temps d'en recruter un nouveau, il y a quand même une capacité de consommation suffisante pour absorber la production. Sachant en plus qu'on verra par la suite, mais il y a le producteur a aussi un filet de sécurité possible avec l'achat du surplus. Donc ça se fait. Et après, côté opérationnel, dans les structures des PMO, souvent ce qu'on voit un peu, c'est des règles qui demandent au consommateur, quand il sait qu'il va quitter l'opération, d'informer suffisamment en amont la PMO, 3-4 mois avant, dans la mesure du possible, afin que la PMO puisse mener des démarches de recrutement d'un consommateur de remplacement. D'accord, donc ça faisait partie effectivement des questions. C'est bien le rôle de la PMO que de gérer ces flux de consommateurs arrivant ou partant. Parce que comme l'a dit Alexandra, de toute façon, après, c'est la PMO qui fera aussi le lien avec Enedis pour ce qu'on appelle mettre à jour le périmètre de l'opération et faire en sorte, voilà. Et aussi, éventuellement, il y a peut-être un travail également à faire sur une mise à jour des coefficients de répartition en fonction du profil du nouveau consommateur qui rentre. Alors, une ultime question, session interactive, une ultime petite question sur qui porte la responsabilité de l'acquittement du TURP, de la collecte du TURP. On a dit que la PMO donnait les clés de répartition à Enedis, quel est son interlocuteur, qui est-ce qui collecte et qui redonne finalement le TURP à l'administration chargée de le collecter. C'est une parfaite transition pour la slide suivante. Oui. On peut peut-être du coup basculer en termes de support sur la slide suivante où on voulait aborder le REX sur la fiscalité et le TURP en autoconsommation collective. Et donc, le TURP lié au kilowattheure solaire, il est collecté par le fournisseur, par les fournisseurs réseau des différents participants de l'opération, ce qui fait une différence avec la fiscalité. La fameuse TICFE, on appelle aussi la CSPE. La TICFE, elle, n'est pas collectée par les fournisseurs de réseau en autoconsommation collective. Donc, on voulait mentionner ce point de règle, c'est qu'il y a un flou aujourd'hui sur cette taxe, à savoir que les producteurs ne la facturent généralement pas non plus, pour la simple et bonne raison qu'on a quand même pas mal d'opérations où la fourniture des solaires se fait à titre gratuit, et que donc éditer une facture pour le producteur, ça veut dire éditer une facture seulement pour la taxe TICFE ou pour les taxes, et donc ça noirait complètement le message que de le faire. Donc voilà, c'est un sujet de discussion avec l'administration aujourd'hui pour essayer de trouver une solution de simplification en la matière. Sur le TURP, j'ajoute une chose, et je reprends l'exemple de Prémian, on est sur une opération où la commune, qui est consommateur, en même temps qu'elle est producteur, eh bien, son taux d'autoproduction est important. Il a été de 32% sur la période de novembre à mars dernier. Mais ce taux d'autoproduction n'est toujours pas suffisant pour que le TURP dit spécifique soit attractif. Et donc, on utilise à Prémian, mais comme dans toutes les autres opérations qu'on accompagne, le TURP standard. Et donc, ça pose quand même une réelle question sur l'intérêt de ce TURP spécifique tel qu'il est structuré, tel qu'il est aujourd'hui par la CRE. Voilà. Et un dernier point quand même, c'est que le TURP spécifique est accessible sans limite de puissance désormais, au titre de l'article L315-3 du Code de l'énergie. Néanmoins, attention, l'ACRE considère que le TURP spécifique ne peut être utilisé que quand une opération concerne un périmètre en aval du poste HTA-BT aujourd'hui. Bien que donc, ce ne soit pas la loi
le disent comme ça. Ouais, pour être complet là-dessus, effectivement, la CRE avait pris une première délibération sur l'ancien modèle d'autoconsommation collective, et donc avec ses bornes anciennes, et n'a pour l'heure pas jugé utile d'en prendre une nouvelle sur un turpe spécifique qui sera adapté au nouveau périmètre des opérations d'autoconsommation collective, que ce soit en puissance ou en distance géographique. Je sais qu'il restait pas mal de questions encore hein, qu'on n'a pas eu l'occasion de vous poser. Il est 10h40, on a déjà débordé de 5 minutes sur notre… On avait juste une dernière slide rapide qu'on va aborder. Juste voilà, sur le TURP spécifique, moi je rejoins Alexandra, on a fait les calculs également sur nos opérations. Pour le faire très rapidement en une phrase, c'est absolument pas adapté à de la production solaire. Telles que les méthodes de calcul sont faites. La seule fois où on a vu un intérêt, c'était avec une production en cogénération. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait voir des gains, notamment en hiver, notamment à des périodes, des pics du soir ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas cohérent par rapport quand on sait que l'autoconsommation se fait majoritairement à partir de PV. Donc très rapidement pour terminer, il ne faut pas oublier quand on parle de valorisation économique, faut pas oublier deux choses pour les producteurs, c'est qu'ils ont la possibilité de vendre leur surplus. Alors attention, quand on dit vente de surplus, ne pas oublier que l'autoconsommation collective n'est pas compatible avec les obligations d'achat. Donc ça c'est très important. Et après aussi, il ne faut pas oublier que il ne s'agit pas seulement de vendre le surplus, mais chaque producteur doit conclure un contrat avec un responsable d'équilibre. Et c'est d'autant plus important que d'habitude, les producteurs n'avaient pas cette vision vu que c'était pris en compte dans l'obligation d'achat. Là, comme on sort de ce cadre, il ne faut vraiment pas que les producteurs oublient ce point parce que ça peut être des sujets bloquants si jamais c'est pas fait. En fait, sans contrat avec un responsable d'équilibre, Enedis bloque le raccordement de la production. Donc, ce qui est fait généralement, c'est que les producteurs sont rattachés au responsable d'équilibre de leur acheteur de surplus. Donc, même quand on a très peu de surplus et qu'on estime que c'est pas intéressant économiquement de s'embêter à le revendre avec un acteur, vraiment le point important à savoir, c'est que grâce à ce contrat d'achat de surplus, on est majoritairement des cas rattachés au responsable d'équilibre de cet acheteur et ce qui permet de débloquer la situation. J'insiste là-dessus, c'est vraiment un point important. On a vu plusieurs opérations qui étaient bloquées à cause de ça, sans trop comprendre pourquoi ça bloquait côté Enedis. Très bien, écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. On va de toute façon continuer à parler autoconsommation collective à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du périmètre étendu de 1 km et à l'échelle du périmètre très étendu et très attendu de 20 km, avec Isabelle Moulin et la ville de Malonnet, le retour d'expérience directe du donneur d'ordre et Enedis, justement, qu'on a pas mal évoqué dans cette session. Je vous remercie grandement, Rémi, Alexandra, pour la présentation, la réponse aux questions et votre expertise que vous avez partagée avec l'ensemble des participants de cette session. Avec plaisir, merci David. À bientôt. Pareil, avec plaisir, merci pour l'invitation et à bientôt.